Attention, vous êtes fini. Je rappelle les étapes de la méthode. Donc l'analyse de la commande d'abord. Vraiment, prenez votre temps. Bon, il ne faut pas que ça dure une demi-heure non plus. C'est trop long. Sur des exercices de 6 heures, j'ai des gens qui restent une demi-heure sur l'analyse de la commande. Je trouve ça trop long, personnellement. C'est limite. Par contre, il ne faut surtout pas se précipiter. Surtout pas vraiment prendre son temps de l'analyse, bien repérer tous les mots-clés, se poser les questions simples, à qui je m'adresse, à quoi ça va servir, et la définition de tous les mots-clés, n'oubliez aucun axe. Attention, on est déjà dans la sélection, vraiment dans l'analyse de la commande. Je répète, les gens qui ont le niveau, qui s'entraînent et qui ont le niveau, qui gèrent leur temps, qui font des bons devoirs en entraînement, c'est sur ce point-là généralement qu'ils se plantent en concours. Comme on n'est pas le même en concours, il y a une pression supplémentaire, on va trop vite. Et on se plante. Donc faites vraiment attention à ce point-là, l'analyse de la commande. Apprenez à vous débarrasser des dossiers documentaires pour pouvoir structurer un raisonnement, ça c'est super important. Et permettez-vous la vision globale pour pouvoir hiérarchiser vos informations et structurer ce raisonnement. Moi, je vous propose cet outil, qui est en fait de la prise de notes linéaire, c'est de la fiche de lecture, on n'invente rien, c'est du tableau de classement. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser, c'est la carte mentale. Donc, moi, personnellement, j'utilise la carte mentale pour réorganiser mon brainstorming. On pourrait utiliser la carte mentale pour faire ça. Moi, je le trouve un peu moins efficace pour le brainstorming, la carte mentale. C'est vraiment très très fouillis à la fin. On se chevauche dans les arborescences. Je trouve que la carte mentale, en revanche, est très très pertinente pour réorganiser l'information, la clarifier, trouver un plan, prioriser, en fait, pour analyser, synthétiser, organiser et clarifier. En fait, la carte mentale, je pense sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux. Attention, ça n'est pas une formule magique, c'est pas parce que je fais de la carte mentale que systématiquement j'y arriverai. C'est un moyen, c'est pas une fin, la carte mentale. Mais c'est vraiment un outil à connaître. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous ici qui ne connaissent pas la carte mentale? Carte mentale, schéma heuristique, on appelle ça aussi. Non, jamais? Ok. Donc, là, je vais vous faire un petit point théorique là-dessus, après je vous montre ce que c'est. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous conseille, alors même pour les autres, il faut vous entraîner, il faut connaître cet outil, ça aide vachement les gens dans le boulot. C'est un super outil pour la mémorisation aussi, au lieu de vous faire des fiches sur des connaissances, vous faites des petites cartes mentales. Rien que le fait de faire la carte mentale, vous mémorisez à long terme, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus acteur de l'information, on domine plus l'information quand on réalise une carte mentale que quand on rédige ou quand on recopie des choses en fait. Une carte mentale, c'est un réseau de liens, je ne vais jamais rédiger, je ne vais jamais faire de phrases, je ne vais pas utiliser trop de verbes en fait, les liens. Je vais formaliser des liens entre des informations principales et secondaires, et le fait de formaliser le lien entre telle ou telle information me force à comprendre la problématique. Et pour mémoriser, la base c'est la compréhension. Et en fait, on se force, on ne peut pas réaliser de carte mentale si on n'a pas compris, en fait, alors qu'on pourrait recopier des choses sans comprendre. Et on domine beaucoup plus l'information. Ça va être plus facile pour trouver un plan dans notre exercice. Ça va être plus facile pour rédiger. Pourquoi ça va être plus facile pour rédiger? Parce que quand vous allez élaborer votre carte mentale, là, pendant une heure à peu près, ici, quand vous allez créer vos arborescences, vos liens entre vos informations, vous allez forcément vous projeter sur cette rédaction. Et en fait, vos phrases, vos paragraphes, vous les aurez fait plusieurs fois dans votre tête. Ce qui fait qu'au moment de votre rédaction, au bout de 2h30, moi je pense sincèrement qu'en fait on est efficace sur 2-3 heures, pas beaucoup plus. Donc ça il faut que vous le compreniez ça. Vous n'êtes peut-être pas des machines de guerre et à un moment donné vous allez perdre de l'énergie, perdre de la concentration. Il faudrait, je pense, dans votre méthode, l'idéal, c'est qu'au moment de la rédaction, vous n'avez plus aucune réflexion. Plus aucune réflexion au moment de la rédaction. Au moment de la rédaction, c'est juste de la rédaction, de la clarté, de la formulation de phrases. Mais tous les concepts, la problématique, l'histoire que vous allez raconter, les liaisons, la construction de l'introduction, etc., tout ça c'est fait. Au moment de la rédaction, c'est que vraiment de l'élaboration de phrases pour la clarté pour l'autre.
et de la relecture. La carte mentale vraiment permet ça, je pense, beaucoup plus que les autres outils qu'on pourrait utiliser. Beaucoup plus, en fait, hein, parce qu'on anticipe plus avec la carte mentale, on se projette plus. Ce qui fait qu'au moment de la rédaction, on est plus prêt qu'avec les autres outils, ou avec les autres outils, type fiche de lecture, etc. On a tendance déjà à rédiger, c'est moins organisé, et on a plus tendance à remettre la difficulté à plus tard, on verra après. Sauf que dans ces exercices-là, on verra après, c'est bon, après il n'y a plus de temps, après il n'y a plus d'énergie, après on en a marre. Après on commence à voir les collègues qui commencent à rendre leurs copies, etc. On commence à stresser un peu, à paniquer. C'est toujours le mot-clé qui est utilisé dans ce type d'épreuve par les gens. J'ai paniqué. Bon, il ne faut pas paniquer. Il faut juste bien poser son raisonnement pendant 2h30 pour qu'au moment de la rédaction, il n'y ait pas de panique en fait. Tout soit carré, tout soit clair. Vous avez une feuille de route à suivre et vous la suivez. C'est ça votre objectif. Je vous présente donc du coup la carte mentale. Je vais vous faire une présentation un petit peu théorique. Je vais vous donner comme exemple la carte mentale que j'ai réalisée sur cette base pour éviter de vous la refaire en réorganisant tout ça, parce que ça va être un petit peu lourd pour vous. Je vais vous présenter une carte mentale type, en fait, pour vous montrer qu'est-ce que c'est, l'intérêt, en fait. Et puis après, je vous distribue la mienne pour qu'on colle un peu plus à l'exercice qu'on vient de voir. Donc ça, je l'efface. Je vous présente l'outil carte mentale. Alors, l'idéal, je pense, mais bon, je chipote un peu ici, le monde idéal n'existe pas, je chipote un peu. L'idéal, ça serait de travailler sur une A3. Ok? Donc une A3, qu'est-ce que c'est? C'est 2 A4 que je colle le jour du concours, vous n'avez pas d'A3. Vous prenez 2 feuilles de brouillon, bout de scotch, vous faites donc une A3. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, personnellement, j'avais le format A3 ne rentre pas dans mon scanner. Donc, du coup, j'ai fait une A4 sous forme paysage pour l'axe 1 et une A4 pour l'axe 2, ce qui me donne ce que je vais distribuer après. Une carte mentale, donc, c'est un outil qui a été inventé par un anglo-saxon, je crois, un Canadien, dans les années 50 au siècle dernier. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de la pédagogie en France, on en parle de plus en plus, mais moins. C'est plus de la pédagogie anglo-saxonne. C'est dommage parce que c'est vraiment un outil vraiment à connaître. Moi, je vois dans mes formations, dans mes prépas concours, c'est l'outil qui fait progresser les gens, clairement. Alors au début, les gens ont une représentation un peu négative de ça parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout une question de niveau. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, il y a des profs qui font ça en 6e. C'est pas du tout une question de niveau. Pas du tout une question de niveau intellectuel ou d'études ou quoi que ce soit. Tout le monde est capable de réaliser une carte mentale. Il faut juste essayer, en fait. Peut-être que la première fois, c'est un peu bancal, votre carte mentale, mais au bout de 2-3 fois, vous maîtriserez l'outil, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment un outil à connaître. Nous, dans les pratiques professionnelles, c'est-à-dire en matière de formation, prépa concours, des fois les gens découvrent la carte mentale et après, comme on continue à être en relation souvent avec nos stagiaires qui évoluent dans les services, ils nous disent, c'est des outils qu'ils utilisent après tout le temps, tout au cours de leur vie professionnelle. Dès qu'ils ont une synthèse à réaliser, en fait. Donc je vous conseille de vous intéresser à cet outil-là, au-delà du concours en particulier. Une carte mentale, ça va se présenter non pas sur un format portrait, ok, ça va se présenter sur un format paysage. Pourquoi? Parce que ça permet plus la vision globale. Le format paysage permet plus la vision globale, c'est-à-dire que c'est plus adapté à notre champ de vision. On est plus comme ça que comme ça. Bon, j'arrête sur l'aspect biologique du truc, mais bon, ça compte quand même pas mal pour savoir s'organiser. Une carte mentale, ça va être une suite de mots-clés. Donc, il y a des règles à respecter, elles ne sont pas nombreuses. Je travaille par mots-clés. Je vais travailler par arborescence, par bulle. Moi, je fais des bulles, j'entoure mes mots-clés, après je fais des liens, donc je parle de bulles. Et après, ça peut, je vais vous montrer les différentes formes, c'est pas très grave, ça vous adapterez. Il y a des gens qui mettent des couleurs, des petites fleurs, ça vous adapterez. La règle essentielle, c'est une idée par bulle.
Ça, c'est super important. On n'est pas là pour faire des listes, en fait. Surtout pas, sinon on revient sur les travers de la prise de notes linéaire où l'information n'est pas organisée. Et quand l'information n'est pas organisée, bah, ça me met en difficulté au niveau de la rédaction. Je repousse les difficultés à plus tard. Toujours plus tard, quand j'ai plus de temps et quand j'ai plus d'énergie. Donc c'est maintenant qu'il faut régler le problème. Donc une idée par bulle. Cette idée peut être exprimée en plusieurs mots. Pas de problème. Définition du développement durable, c'est une idée. C'est plusieurs mots. Mais, d'accord? Et après, si je dis par contre, le développement durable, c'est la conciliation des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, là j'ai 4 idées dans ma phrase. Développement durable, conciliation, économie, sociale, environnementale. Ainsi, je peux préciser ensuite ce qui relève du champ social, ce qui relève du champ économique et ce qui relève du champ environnemental. Vous voyez le truc à peu près, hein? Et ainsi, on va pouvoir décliner par idée, en fait. Ce qui va nous permettre d'avoir une structure hyper claire, en fait, de la problématique. Ça va nous permettre de visualiser l'histoire sans rédiger. Moi, le mot problématique, si vous voulez, je le change. Je trouve que le mot problématique est problématique. On a toujours du mal à définir ce que c'est. Une problématique, pour moi, c'est un raisonnement, plus qu'un problème, en fait. C'est plus large qu'un problème, une problématique. Bien souvent, ça va intégrer des problèmes dans notre raisonnement. Mais quand on vous dit il faut problématiser, il n'y a pas toujours de problème. Problématiser, il faut problématiser, c'est-à-dire poser un raisonnement. Une problématique en intro, en fait, c'est le résumé de l'histoire que vous allez raconter ensuite. Problématiser, ça veut dire relier les choses, raisonner. Établir un raisonnement, c'est connaître l'histoire que je vais raconter ensuite. Ok ? Donc le but du jeu, quand on construit un plan, c'est d'analyser la commande, d'analyser le dossier. Grâce à cette analyse, de trouver une histoire à raconter, une histoire logique qui répond à la commande en se servant des informations qu'on a trouvées. Okay. Quand je raconte une histoire, je donne un sens à l'information, je clarifie, je relis, j'organise. Je donne ce sens à l'information. Ensuite, je regarde l'outil à la fin que j'ai construit et l'équilibre, c'est-à-dire la quantité d'informations disponibles par axe, doit apparaître pour me permettre de trouver le plan. Ok, ça va? D'accord? Donc, construction du plan grâce aux outils, l'analyse de la commande qui me donne des panneaux indicateurs, l'analyse du dossier qui va me donner un petit peu le fond, mais c'est bordélique, parce que l'analyse du dossier, c'est les informations, je les prends comme elles viennent un peu. Donc du coup, c'est pas forcément très bien organisé. Je fais ce point, j'organise grâce à la carte mentale, qui me permet de donner vraiment un sens à l'information. À la fin de la carte mentale, j'ai cette histoire, et j'ai la quantité d'informations disponibles par bloc. Je peux donc ici construire un plan qui va être adapté sur la forme, au fond que je vais raconter. Donc du coup, je ne suis pas formaté. Je ne suis pas formaté parce que mon plan s'adaptera systématiquement à ma problématique avec ce schéma. Ça va? Ok? Alors attention parce que c'est facile à expliquer, ça paraît logique, mais quand on est face à l'exercice tout seul, on a tendance à vouloir construire le plan un peu rapidement, toujours. Il faut réfréner la passion. Attendez pour être sûr la fin de votre prise de notes. De toute façon, un plan ne sert qu'à rédiger. Ça ne sert pas à structurer un raisonnement, ça sert à rédiger. Hein? Je parle bien de plan de rédaction. Ok? Donc on émet des hypothèses, hein, ça serait peut-être ça, ça serait peut-être ça, mais n'en soyez jamais sûr. On voit tout de suite dans les lectures de copie, je vous le dis, quelqu'un qui a un peu d'expérience dans la correction de copie, on voit tout de suite si vous avez trouvé votre plan trop rapidement ou pas. On voit tout de suite. Ça dénote d'un manque de capacité d'adaptation en fait. Si on met toujours la forme en priorité face au fond, c'est un problème d'adaptation, ça veut dire qu'on est formaté. Attention à ça. Ça veut dire qu'on fera toujours la même chose quelle que soit la problématique. C'est ça que ça veut dire à la fin. C'est un peu embêtant sur les compétences transversales. Pensez bien à ça, ça c'est le schéma type, ça marche toujours en plus. Le pire c'est que ça marche mieux que les gens qui se précipitent au départ en fait, sur la solution. Ok, donc carte mentale. Je vais vous prendre un exemple simple et on va compléter avec l'exemple que je vous distribue. Je prends toujours l'exemple du développement durable, ça fait partie des enjeux actuels de la connaissance de la société, essentiel d'ailleurs aussi pour définir
analyser et élaborer des politiques publiques. Donc on commence pour construire une carte mentale toujours au centre de la feuille. Ok? Toujours au centre de la feuille. Pour des accès à B et même à A, par exemple des concours d'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, j'accompagne pas mal de gens en ce moment là-dessus, ils ont 4 heures, ils ont des dossiers de 40 pages. Moi, ma carte mentale, elle reste sur une A4. Je n'ai pas besoin d'aller sur une A3. On leur demande de rédiger entre 3 et 5 pages. Moi, ça me suffit largement. Après, pour vous, pour A+, où on vous demande quand même de dépasser, d'avoir une analyse quand même plus fine, je trouve que le format A3 ou 2A4 est quand même utile sur la surface. Mais surtout, dépassez pas. Parce que plus vous dépassez, plus vous allez remplir, et plus ça va être difficile d'organiser, de clarifier, etc. Derrière, vous perdez la vision globale, vous perdez la concision. Faites attention à ça. Ils sont des éléments super importants dans votre méthode. Donc pour construire la carte mentale, je commence toujours au centre de la feuille. C'est ce qu'on appelle le cœur. Il y a du vocabulaire carte mentale. C'est ce qu'on appelle le cœur. Donc ici, c'est le thème de votre exercice. Nous, ici, c'est les politiques d'accompagnement de la perte de dépendance des personnes âgées. C'est le thème. Il faudrait que ça soit au centre de notre feuille. Moi, pour l'exemple que je vais vous évoquer, c'est le développement durable. Donc on imagine que j'ai une commande, un sujet simple de notes. À partir du dossier 6 juin, vous ferez une note sur le développement durable. Imagine que c'est la commande. Vous présenterez les enjeux du développement durable et les politiques publiques permettant d'y répondre. D'accord? 2 axes dans la commande. J'ai fait mon A4, j'ai fait mon brainstorming. En haut, j'avais donc le développement durable. J'avais structuré mon A4 grâce aux axes de la commande. Ok, d'accord, donc ça donne ça. Je fais une note sur le développement durable. D'abord, je dois poser les enjeux. Ensuite, les politiques publiques. J'analyse mon dossier documentaire. Et donc, à la fin de mon analyse, j'ai découvert que le développement durable, c'était la conciliation des enjeux, des défis à relever, en fait, aujourd'hui, donc face des enjeux sociaux, économiques, environnementaux. Les enjeux sociaux, c'était garantir la santé, par exemple, des populations, leur bien-être. Que les enjeux économiques, c'était les budgets publics et la croissance, c'est-à-dire la vitalité des entreprises. Et que les enjeux environnementaux, c'était de protéger l'air, l'eau, la terre, la biodiversité. Là, je fais un truc simple. Que les politiques publiques qui répondent à ça sont définies au niveau international. Par exemple, on a aujourd'hui l'accord de Paris, qui va être mis en œuvre, la fameuse COP 21. Au niveau européen, la compétence de l'Union en matière d'environnement est importante, et au niveau national et au niveau local. Au niveau local, par exemple, les collectivités peuvent rédiger des agendas 21 locaux par exemple. Ok, donc là, on a la politique, par exemple, énergétique. Je vous donne juste un exemple succinct. Ok, donc là, j'ai fait mon analyse. Maintenant, je vais essayer de faire une carte mentale qui va m'aider à clarifier tout ça pour voir si ça va être un petit peu équilibré ou pas. C'est un exercice fictif, c'est un peu simple ce que je présente. C'est juste pour présenter l'outil. Donc je commence toujours au centre, une idée par bulle. Je vous montre comment je fais. Donc ici, notre thème, c'est le développement durable. Donc le cœur va formaliser ce thème. Ensuite, je vais choisir un sens à l'information. Il y a 2 sens possibles, ça c'est très personnel, c'est vous qui choisissez. Il y a soit vous faites tourner, en fait, si vous voulez, dans la prise de notes linéaire, le sens il est toujours le même. On commence en haut, on termine en bas. Ok, ici il y en a 2 possibles. Soit les gens ils vont tourner comme ça, autour de leur cœur, soit ils vont tourner dans leur sens, dans l'autre sens. Je ne sais pas du tout si c'est parce que vous êtes droitier, gaucher ou quoi, comme ça. Moi, je commence toujours à droite du cœur. Et je tourne dans le sens des aiguilles du montre. C'est moi, ça peut être l'inverse. Du moment que c'est clair pour vous, c'est un outil qui est personnel. C'est vous qui choisissez. Donc, ici, je vais peut-être
ici, je vais d'abord poser mes enjeux. Donc une idée par but. En fait, il y a une erreur qu'on fait souvent quand on commence ce type d'outil, quand on commence à s'intéresser à construire ce type d'outil, c'est qu'on a tendance déjà à poser les choses globales. Par exemple, là je ferai enjeu et puis politique publique, hein, et puis après je déclinerai. Je pense que c'est un mauvais calcul parce qu'on va s'apercevoir qu'on va souvent chevaucher l'axe qu'on a trop anticipé. Donc moi ce que je propose, c'est quand vous êtes à la fin, là, après votre analyse, après votre A4, vous avez quand même pratiquement toutes les informations, vous n'allez pas rajouter beaucoup de choses, sauf dans les propositions que vous allez quand même affiner. C'est vraiment de décliner d'abord tous les axes vraiment dans le détail avant de passer à autre chose en fait. Hein. C'est comme ça que vous allez mieux gérer votre espace. Hein. C'est un petit truc, souvent on fait cette erreur pour les premiers schémas. C'est plus facile de bien décliner tous les axes dans le détail et ensuite de développer. Donc ici, j'ai les enjeux. Donc le développement durable cherche à répondre d'abord aux défis et aux enjeux sociaux. Qu'est-ce que c'est que les enjeux sociaux? C'est garantir la santé des populations, peut-être le travail, les loisirs, le bien-être. Les enjeux économiques, garantir la croissance, cette fameuse croissance, hein, la vitalité des entreprises, sauvegarder les budgets publics. Et puis tout en protégeant donc, le pilier environnemental, qui est la protection de l'air, enfin, essayer de moins polluer l'air, l'eau, les eaux, parce qu'il y a plusieurs types d'eau, la terre, les sols, hein, le sous-sol, et la biodiversité. La biodiversité, je peux aller loin. Hein. La biodiversité, c'est la flore, la faune et les milieux. Puis après, on peut donner plusieurs exemples. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on peut vraiment aller super loin dans le détail avec un schéma. On peut vraiment donner moult exemples. Hein. Voilà. C'est vraiment un outil d'analyse et de synthèse. Ensuite, on a les moyens ici, les politiques publiques. Donc on a les politiques publiques internationales déjà, avec les fameuses COP. Là, je vais aller sur la COP 21, qui est donnée à l'accord de Paris, qui va être mis en œuvre d'ailleurs à partir de 2020, normalement. Ensuite, on a les politiques nationales. Donc, quelles sont les politiques nationales en matière d'air, par exemple, de protection d'air, de protection des eaux, de protection des sols, de protection de la biodiversité, hein, en fonction du dossier, hein, on pourra préciser ensuite. Et les politiques locales, par exemple, on pourra dire que certaines collectivités peuvent définir des agendas 21 locaux. Derrière, on pourra donner les principales dispositions d'un agenda 21 local. Voilà, ça c'est une carte mentale, ça ressemble à ça. Ok? Ça ressemble à ça. Je vais vous donner l'autre, un peu plus élaboré sur le sujet qu'on vient de voir. Hein. Intérêt de cet outil. Donc là, j'ai quand même une limite pédagogique. Hein. On explique ça de façon théorique. Il faut que vous le fassiez pour voir. Hein. Restez sur la théorie. La carte mentale d'un autre, c'est toujours super bizarre quand on ne connaît pas l'outil. Voilà, c'est ce que ça m'a fait la première fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a fallu vraiment que j'y passe pour comprendre son intérêt. Mais au début, j'étais réfractaire. Hein. Mais après, j'ai tout de suite compris. Après, je suis revenu. Hein. Bon, j'ai pas plus d'argent avec ça. Pour moi, c'est pédagogiquement, techniquement, ce qu'il y a de mieux vraiment intéressant. Donc, vraiment, allez dans l'exercice qu'on va vous proposer, ou même plus tard, etc., quand vous faites des trucs de révision, essayez cet outil. Je vous le dis vraiment pour vous, essayez-le, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la mémorisation, l'organisation, l'analyse et la synthèse de l'organisation de la carte. Ici, je peux rédiger. Quand j'ai fait mes arborescences,
je ne peux pas faire le lien sans comprendre ce que je vais en faire après. Ce qui fait qu'au moment de ma rédaction, en fait, mes phrases, je les ai élaborées moult fois dans ma tête, elles sont tout à fait claires. Ma prise de notes sera plus un aide-mémoire, si vous voulez, que vraiment un truc sur lequel un truc essentiel sur lequel j'aurai tout le fond. Le fond, je l'aurai déjà compris, en fait. Ça sera plus un aide-mémoire sur l'organisation. Avec ça, je vais faire systématiquement, comme c'est construit de l'essentiel au détail, mes paragraphes, mes parties seront systématiquement structurés avec l'idée clé au début. Toujours, hein, toujours, même mes paragraphes. Ce qui fait qu'en fait, le correcteur, il aura toujours l'idée clé au début de paragraphe. Moi, je pense qu'une super copie de concours, c'est une copie où vous avez permis au correcteur de faire un survol un peu comme on a fait, en fait. Qu'est-ce qu'un document clair, si ce n'est un document qu'on peut comprendre rapidement? Et comment on peut comprendre un document rapidement, si ce n'est en mettant en haut ou en début les points qu'on va développer ensuite. Que ce soit sur la forme générale du document et puis aussi par paragraphe, après dans le détail. Hein. Ça permet vraiment ça. La prise de notes linéaire aussi, mais c'est quand même vachement moins carré. Là, il n'y a pas d'exception, on est obligé de structurer comme ça, toujours. Les phrases ont été faites, la structure apparaît. Pour trouver un plan, on voit tout de suite la quantité d'informations qui se détache. Est-ce que c'est équilibrable ou pas? Est-ce que je dois, par exemple, ici, je peux faire 3 sous-parties? Est-ce que si je fais 3 sous-parties, ça sera peut-être un peu léger? Est-ce que je peux le mettre avec ça ou est-ce que je peux le mettre avec ça, par exemple? Et là, j'arrive à construire des plans assez facilement, en fait. Hein. C'est très visuel, c'est très technique. C'est vraiment ce qui est le plus efficace. Je vous conseille vraiment d'essayer cet outil-là pour votre exercice et aussi pour la prépa concours, hein, pour tous les types de concours, hein, ça fonctionne. Hein. Je vous donne les outils que j'ai élaborés pour arriver à ma rédaction. Hein. J'ai écrit tout petit, etc. C'est surtout des exemples hein, que je vous donne. Hein. C'est pas la solution. Donc d'abord mes A4, mon cadre d'analyse. Excusez-moi, ça a été fait après. Donc j'avais une A4 pour les 2 premiers axes et une autre pour mes propositions. Si vous n'arrivez pas à me relire, vous avez le droit de me le dire. Hein, je le comprendrai tout à fait. Pour vous montrer un peu la réalité de la réalisation de l'exercice. Donc voilà, quand tu fais des bulles, tu vois, là par exemple, il a mis une chipote, mais c'est pas ça ta bulle. La bulle, c'est ça. Après, ça c'est parce que sinon, tu peux plus faire ça. Tu avais besoin derrière. Mon idée, c'est de trouver. Tu dis, ouais, je veux dire, là, derrière, si tu veux préciser, tu précises comme on sait. Tu veux voir que le truc, c'est tout pour un mot. Ah, c'est vraiment par mot-clé. Ouais. Alors après, plus tu vas vers là, moins c'est grave. Parce que moi, tu vas préciser ton geste par là. Et là, ça va être vraiment important. Parce que sinon, tu vas tomber sur des listes, mais ça sera plus organisé. C'est surtout pour illustrer la méthode. C'est pas là. Ça va nous permettre d'après de comprendre la carte mentale. Dans les supermarchés, vous n'arrivez pas à ouvrir le sac plastique. Ah bah là, il n'y a
a pas de bulle là pour l'instant. Bon là en gros, mes deux axes principaux sur la première A4 et puis ensuite l'axe proposition sur la seconde. Okay, hein. Et puis après mon brainstorming, allez pas relire tout mon brainstorming, il était un peu plus précis que ce qu'on a fait là, mais là j'ai été obligé d'aller un peu vite, hein, surtout à la fin. Mais bon, dans ce qu'on a fait, on a quand même l'essentiel. Hein. On a quand même l'essentiel, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses ici. Ok, ça c'est mon brainstorming. Il y a des choses qui sont bien classées, il y a des choses qui sont mal classées. Il y a des choses que j'ai notées in fine, je m'en sers plus, parce qu'au début je me suis dit ça peut peut-être être important, puis quand vous avez la vision globale, vous voyez bien qu'en fait ça ne sert plus à grand chose, hein, d'accord? Ok, donc ça c'est le premier brainstorming. Ensuite, sur cette base-là, je construis des cartes mentales qui vont m'aider à prendre la décision. Ok? Donc ici, j'ai... Alors là, ça va être... c'est mal organisé. Il y a d'abord la fiche proposition et ensuite la fiche... enfin, l'axe 1. Donc, regardez. Et ça, c'est mes cartes mentales qui m'aident à prendre des décisions, c'est-à-dire de classement, d'histoire, à affiner un peu mes propositions, à me dire si mon hypothèse de plan de départ, elle était bonne ou pas. Hein, parce qu'au départ, j'ai dit... Comme vous, bah, le premier axe, en fait, il est composé de 2 sous-parties, puis le dernier axe, c'est... enfin, le deuxième axe, c'est les propositions. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé ma commande au début. Je pense que c'était clair au niveau de la formulation. Hein. On avait une phrase avec 2 idées, ensuite une phrase avec une idée. Je pense que c'était clair. Et puis après, dans le rapport de jury, il confirme ça. Hein. Les gens qui ont fait en 3 parties, c'était pas les meilleures copies apparemment dans ce qu'ils disent dans les rapports. Mais bon, moi je trouve que les 2 parties étaient bien distinguées dès le départ dans l'analyse de la commande, ce qui montre qu'en fait c'est vachement important de prendre tout le temps et de se poser cette question-là. On gagne un bon coup. Hein. Ça, c'est un exemple de carte mentale. C'est un peu personnel. Hein. Je ne vais pas mentir, je me suis vraiment mis dans les conditions. Moi, j'ai fait un peu moins de 5 heures. Enfin, j'ai dépassé un poil les 4h30 pour cet exercice-là pour arriver à la rédaction en utilisant tous les conseils que je vous ai donnés et mes outils, en fait. C'est ce que je propose. Donc, du coup, je reconnais que ça peut être peut-être un petit peu... mal écrit, etc. Mais je voulais vous donner un truc un peu réaliste hein, par rapport à la réalisation, au déroulé méthodologique. Hein. J'ai aussi un problème de photocopie qui a un peu bouffé le truc, donc je commence par avant 2001. Hein. Attendez, j'ai mes originaux, ça va être plus facile pour déchiffrer. Donc je suis sur les cartes mentales. Hein. Donc d'abord les politiques publiques d'accompagnement à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Donc je suis super précis sur les axes, hein, toujours, hein, pour vraiment éviter de partir sur autre chose. C'est pas les personnes âgées le thème. Hein. Pas les personnes âgées le thème. Le thème c'est la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est plus précis que les personnes âgées. Attention à ça. Hein. Il y a plein de hors-sujets qui sont faits systématiquement, généralement, parce qu'on va trop vite en fait. Hein. On n'est pas rigoureux dans l'analyse au départ. Donc ce que je mets, c'est qu'avant 2001, le pilier c'était la famille, et qu'en 1982, donc ça a été bouffé un petit peu par la photocopie, on avait minimum 20% jusqu'à plus de 35%, donc minimum de 20% des personnes âgées de plus de 85 ans qui cohabitaient avec un proche. En 2011,
Ce taux tombe à 10% en moyenne, 20% maximum hein, de cohabitation. Et puis, à partir de la fin des années 90, face au contexte démographique, le vieillissement sociologique, moins de disponibilité de la famille et des aidants familiaux et les réductions budgétaires, on a une évolution qui impacte la tradition de l'État-providence, des régimes sociodémocratiques qui favorisent donc l'intervention publique. Face à cette évolution, on assiste au développement de prestations monétaires du type cash for care, pour répondre au développement des besoins, mais aussi pour permettre le libre choix. Ces évolutions ont conduit au vote de la loi en France, je suis en France, donc en France, ces évolutions ont conduit au vote de la loi du 20 juillet 2001, relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à la mise en place de l'allocation personnalisée pour l'autonomie. L'APA étant bien une prestation monétaire qui doit permettre le libre choix. D'accord? Donc on est bien dans l'application de l'évolution de ces principes. Ça va, vous me suivez ou pas? Ok? Je vous traduis un peu. C'est comme ça que je me base après. C'est comme ça que j'élabore en me faisant ces phrases-là en tête. Et c'est comme ça. Enfin, je vais vous montrer qu'en fait, même après une semaine, ça fait une semaine que je l'ai fait, je suis capable de vous raconter l'histoire avec ça. Il n'y a pas de problème. Hein? Okay. Donc sur le coup, si vous voulez, c'est encore plus efficace. Quoi, hein? La perte d'autonomie, grâce à la loi de 2001, la perte d'autonomie devient un nouveau champ de protection sociale qui relève de la solidarité nationale. Ces évolutions ont également conduit à la loi de 2015 qui organise la nouvelle transition démographique. Donc là, on est sur l'évolution d'un principe, c'est plus répondre au vieillissement. Hein. Donc je mets gérontocroissance ici, mais finalement je ne l'utilise plus dans ma rédaction à ce moment-là. En fait, hein. Et l'objectif est d'offrir aux personnes âgées vraiment les moyens de la plus large autonomie. L'enjeu, c'est de répondre à l'évolution des besoins. Les personnes âgées, en effet, restent de plus en plus chez elles, enfin chez eux, je mets chez eux, mais c'est chez elles, et vivent de plus en plus longtemps. Donc on assiste à un développement de l'isolement résidentiel, qui est en augmentation, donc un développement de l'isolement résidentiel, et à une diminution vraiment flagrante de la cohabitation multigénérationnelle qui est divisée par 4 par rapport à 1982. Les politiques ont également évolué parce qu'il fallait différencier les territoires. En effet, on a des territoires plutôt jeunes et des territoires plutôt vieux. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, on a 15,7% de personnes âgées en 2012, face à la Creuse, où on a 34,7% de personnes âgées en 2012. Les territoires ruraux et urbains ne bénéficient pas des mêmes accès aux services publics, et il y a des territoires qui sont plus ou moins attractifs selon les classes d'âge. C'est pour ça qu'en France, on a mis en place un système fortement décentralisé, ce qui me permet de faire le lien avec la suite. D'accord? Donc mon histoire est reliée. Les liens sont créés avant le plan, pas après. Hein. L'histoire me permet de relier les choses. Ce qui fait qu'à la fin, quand j'ai construit mon plan, les liaisons sont toutes faites en fait. Et c'est essentiel, hein. L'aspect liaison-transition qui valorise le raisonnement et la problématique, c'est plus important que la quantité de détails que vous mettrez dans vos copies. Hein. C'est le raisonnement global dans une rédaction comme ça, il peut être valorisé où? À quel moment dans la rédaction? En intro, en conclusion, en liaison, transition. Pas à l'intérieur des sous-parties ou des parties, qui par définition ne traitent que de certains points précis, et pas du raisonnement global. D'accord, hein? Donc tout ça, c'est à construire en construisant votre histoire. D'accord, ça va? Ok? Donc, le système fortement décentralisé m'amène au dispositif actuel. Ok? Ça va? Donc, le principe, il est posé par l'article L113.1 du Code de l'action sociale et des familles. Toute personne âgée de plus de 65 ans, sans ressources suffisantes, peut bénéficier d'une aide à domicile et d'un accueil, soit chez un particulier ou dans un établissement. On a le département, donc en application du principe de décentralisation, qui dispose de la compétence de principe, qui définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et des proches aidants.
Il veille également à la cohérence territoriale. Il élabore le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale qui coordonne les actions, en particulier des centres locaux d'information et de coordination. Le département, pour ce faire, s'appuie sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc le département gère aussi l'APA. Excusez-moi, j'étais un peu vite. Il s'appuie pour ce faire sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui assure un diagnostic des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans, qui recense les initiatives locales et qui établit un programme de financement des actions individuelles et collectives de prévention destiné à améliorer l'accès aux équipements et au forfait autonomie, ainsi qu'aux aides techniques, qui apporte un appui aux services d'aide à domicile et qui soutient l'accompagnement des proches. Aujourd'hui, un bilan peut être réalisé de cette politique publique. Donc moi, le bilan, je le trouve plutôt positif, moi, personnellement. Je trouve que les insuffisances sont quand même à la marge, mais quand je dis ça, j'ai mis une critique quand même. Une critique qui est personnelle. Critiquer, c'est pas forcément dire que c'est nul. On est d'accord. On a le droit de dire que c'est bien aussi. Et puis, évitez de trop critiquer votre futur employeur aussi. C'est-à-dire de façon négative. C'est plutôt stratégique, faites attention à sur qui vous tombez. Donc quand vous dites critiquer, c'est émettre un avis, mais c'est plutôt pas mal, elle est plutôt positive. On répond globalement, même s'il y a des différences entre les territoires, aux besoins des personnes âgées. En tout cas, qu'on analyse le dossier. C'est plutôt positif. On a une évolution des dispositifs qui correspond à l'évolution des principes et à l'évolution de la société. Donc moi, c'est ce que je vais dire dans ma copie. Donc on a un bilan qui est d'abord positif. Le dispositif a donné les moyens de l'autonomie. Par exemple, en revalorisant l'APA en 2015, on a étendu le champ du dispositif. On a amélioré la qualité de la prise en charge et on a mieux pris en compte l'accompagnement des aidants familiaux. En revanche, le dispositif manque de clarté, les démarches sont complexes pour les aidants bénéficiaires, pour les départements gestionnaires. Par exemple, on a une réforme de la prise en compte des ressources qui a, excusez-moi du vocabulaire, embrouillé tout le monde. Le système d'information n'est pas adapté. Donc par exemple, on peut proposer quoi du coup? D'accompagner les départements dans le déploiement de leur système d'information, par exemple. Là, c'est un peu plus opérationnel que ce qu'on avait développé au début. La réforme du financement des EHPAD aussi, dont le but louable a été de rapprocher les tarifs entre privé et public en posant une règle universelle de calcul des tarifs de dépendance et de soins, a pu, et qui est maintenu aujourd'hui par le gouvernement, est critiqué. Bon, là, ça manque un petit peu de précision sur les moins, mais en fait, je les ai mis plutôt dans les propositions pour justifier mes propositions ensuite derrière. Donc après, mon lien, c'est des propositions peuvent donc être formulées, en fait, tout simplement, pour arriver à la partie proposition. Ça va ou pas? Est-ce que vous voyez l'utilité d'un outil comme ça? Franchement, je vous dis, c'est sincèrement ce qu'il y a de mieux. Si là, vous trouvez ça clair quand je vous le lis, alors que ce n'est pas le vôtre, c'est que l'outil devrait vous convenir. Je vous conseille de vous y intéresser. Ok, ça va? Bon, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas vous raconter l'histoire pour les propositions. De toute façon, je l'ai rédigé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Parce qu'il est bientôt 16 h. Du coup, on avance. Une fois que j'ai terminé ma prise de notes, ça c'est ce qu'on appelle l'outil de prise de notes, qui ne permet pas forcément de prendre des notes. En fait, l'outil, il est surtout, l'enjeu de l'outil, c'est surtout organiser mon raisonnement pour clarifier, pour trouver un plan et rédiger derrière. C'est surtout là dans l'outil. Une fois que j'ai terminé ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Dites-moi, au niveau méthodologique, à quel niveau du temps je suis normalement et qu'est-ce que je fais? Là, on passe à la rédaction, on est à peu près à 2h30. Donc, on finalise le plan. C'est quoi le plan, là? Du coup, je peux faire un grand 1, un grand 2 avec ça ou pas? Dites-moi. Ou est-ce que je fais 3 parties? Parce que là, il n'y a pas 36 000 choix. Soit on fait 2 parties, soit on en fait 3. Non, on en fait 2. Moi, je reste sur les 2 parties. Là. Je
pense que j'ai suffisamment d'informations. En plus, comme je vais justifier, je vais argumenter, mais je ne vais pas juste poser des solutions, je vais les expliquer aussi, donc ça va prendre un petit peu plus de place. Donc là, moi, j'ai fait 2 parties, et donc le plan, c'est quoi, là, ici? Dites-moi, c'est quoi le plan? Regardez un peu les schémas, c'est quoi le plan? Comment vous vous servez de ça pour trouver un plan? C'est quoi la technique? Bah, c'est le cœur. On prend le cœur en 1 et le cœur en 2, et après on va formuler un petit peu. Bah, votre histoire, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça répond? C'est le sens donné, la quantité d'informations disponibles, on regarde. Est-ce que c'est à peu près équilibré? Est-ce qu'on a à peu près... Attention, l'équilibre, il doit être approximatif. C'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas qu'un grand 1 fasse une demi-page et un grand 2 fasse 2 pages. Ça serait vraiment très bizarre dans l'équilibre du traitement de la problématique. Par contre, si vous faites un grand 1 d'une page et un grand 2 d'une page et demie, franchement, si c'est pertinent, c'est pas très grave. Hein. Okay, hein. On n'est pas non plus... Hein. L'équilibre doit être approximatif. On applique une méthode à des idées. Ça ne peut pas tomber juste non plus. Hein. Okay, donc ok, donc évolution des principes, ici moi j'ai mes paragraphes en fait, avant 2001, et puis après 2001, j'ai mes paragraphes qui sont faits, j'ai mon lien qui est fait. Pour la situation actuelle, je vais faire un paragraphe diagnostic actuel, en gros. Je vais faire un paragraphe bilan, avec positif, négatif. Le négatif m'emmenant à mes solutions. Donc mes liens sont faits en fait, ok? Ça va? Pour le grand 2, du coup, est-ce que vous faites des sous-parties ou pas pour le grand 2 là? Comment vous faites pour le grand 2 quand vous regardez le schéma? Vous savez ce que c'est qu'une note ou pas? Parce que là, je vais un peu vite sur ça. Une note. C'est quoi une note? Pourquoi on vous demande de rédiger des notes pour faire une histoire? Il y a 2 documents administratifs de base pour communiquer en interne et en externe pour l'administration. La note et la lettre. La note, c'est en interne, la lettre, c'est en externe. En gros, hein. Donc, je ne sais pas, externe au pouvoir exécutif. Hein. Donc, par exemple, un député, pour poser une question à un préfet sur la mise en œuvre d'une politique, il va lui écrire une lettre et le préfet va rédiger une lettre. Après, le préfet, quand il s'adresse au ministre, il rédige une note, il ne rédige pas une lettre. Généralement, c'est plus en interne. Hein. D'accord? La lettre, elle est personnelle. J'ai le droit de dire je. La note, elle est systématiquement impersonnelle. Le je est sanctionné. La première personne du singulier, le nous, le vous. Ok? Hein? Donc ça, c'est vraiment 2 documents administratifs de base à connaître, en fait, parce qu'on va les décliner après en lettre de mission, en rapport pour la note. Hein? Donc on a plusieurs types de notes, hein, la note de synthèse, la note de problématique, la note de proposition. Bon, vous prenez jamais la tête sur les appellations parce que entre administrations, ils changent de mots alors que c'est les mêmes exercices et ça perturbe vachement les gens. Une note, c'est une note. Il y a une intro, il y a un plan structuré apparent qui va faire 2 ou 3 parties. Ça dépend de votre commande et du dossier, en fait. Hein. Le plan type d'une note, c'est grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. C'est comme les commentaires d'arrêt, si vous voulez. Sauf qu'attention, ça c'est un plan type. C'est aujourd'hui, ça dénote quand vous faites des plans comme ça, grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B, c'est hyper scolaire. Je veux dire, si on fait systématiquement ça, c'est un manque de capacité d'adaptation. Vraiment, vraiment. Ici, est-ce que vous pensez que le grand 2, grand A, grand B est possible ici? Moi, je pense qu'il n'est pas possible. Et après, parce que moi, j'ai toujours des stagiaires, mais d'un certain niveau, hein, ils sont formatés avec ça, ils n'arrivent pas à se détacher des 2 sous-parties par grande partie. Ils n'y arrivent pas. Hein? On n'est pas obligé de faire des sous-parties. Ah, t'es pas obligé de faire des sous-parties. Du moment que c'est structuré, simple et clair. D'accord. Qui a dit qu'il faut grand A, grand B? Qui a dit ça? Oui, tous nos professeurs de PL. Ouais, voilà, c'est tout. Lisez les rapports de jury, vous me dites où vous trouvez cette information-là, c'est dit nulle part. Ça, c'est un principe théorique qu'il faut absolument adapter. Effectivement, moi dans un cours, si on me demande c'est quoi une note, c'est ce que je vais vous montrer. Une note, c'est ça. Grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Mais c'est un principe théorique, vraiment. Derrière, ça peut être 3 parties sans sous-parties,
Vous pouvez avoir un grand 1 avec 3 sous-parties, un grand 2 sans sous-parties, du moment que l'ensemble est cohérent et à peu près équilibré. Ça fonctionne, ça fonctionne. Vous ne mettez surtout pas dans des boîtes comme ça dès le départ. Des fois, ça marchera, votre truc en 2 sous-parties. Mais bien souvent, ça ne marchera pas. Quand, par exemple, réfléchissons 2 secondes là-dessus. Là, dans notre grand 2, c'est des propositions. Est-ce que vous pensez sincèrement que toutes les propositions, à chaque fois dans toutes les notes, vont être structurées en 2 sous-parties? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas 2 propositions, non? Vous en avez plusieurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, ça ne peut pas marcher dans les propositions, si on réfléchit bien sur l'aspect opérationnel. D'accord, hein? Moi, en fait, de mes propositions, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Si vous voulez, regardez, moi j'ai un justificatif déjà, c'est les enjeux qui viennent rappeler ma logique et mes problèmes, en fait, hein, qui viennent justifier un peu mes propositions. Donc ça, j'en fais une espèce de chapeau, j'en fais pas de sous-partie ou quoi. Puis j'ai pas grand-chose. Hein. Bon. Après, j'ai établir une méthode. Mais en fait, ma méthode, c'est pas non plus, c'est pas un axe de proposition, parce qu'en fait, mes axes de proposition, ils sont plus là. Ma méthode, elle va être déclinée ici. En fait, ici, je propose la mise en place d'une concertation avec tous les partenaires pour définir un plan d'action personnes âgées. Et en fait, après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon plan d'action est détaillé. Donc je ne peux pas construire un grand A, un grand B avec ça, ça ne serait pas du tout pertinent. En fait, ça manquerait totalement de clarté et donc d'aspect opérationnel pour le lecteur, hein, parce que ça va avec. Enfin, je vais vous montrer après mon corrigé, vous me direz ce que vous en pensez. Mais oui, c'est un plan type qu'il faut absolument savoir adapter. Absolument, absolument, absolument. Et faites attention, parce que moi je le vois beaucoup ce formatage-là. J'ai des gens qui n'y arrivent pas hein, à cause de ça. Hein, parce qu'ils n'arrivent pas de se dépatouiller de ce plan type qu'ils ont tendance déjà à trouver trop rapidement dès le départ. Donc ils font toujours la même chose en fait, quelles que soient les problématiques. Faites attention à ça. Des fois ça marche, mais bien souvent ça ne marche pas. Ok, donc ici je construis mon plan. J'élabore. Le plan c'est quoi? Le plan c'est 2 éléments constitutifs, je fais une petite théorie là-dessus, c'est le fond et la forme, c'est ça un plan. D'abord, c'est le fond. Qu'est-ce que je vais raconter comme histoire? Ça vient de l'analyse de ma commande, l'analyse de mon dossier et de ce bilan que je fais grâce à la carte mentale. L'histoire que je vais raconter. Ensuite, le plan, c'est le 2e élément constitutif, c'est la forme, c'est-à-dire l'équilibre approximatif des différentes grandes parties de ce raisonnement. La forme, je ne peux le voir qu'à la fin de mon schéma heuristique. Donc en fait, le plan, si j'ai 2h30 de rédaction sur un sujet de 5 heures, je mets 2h30 à le construire. D'abord la commande, ensuite le fond qui nourrit cette commande, je donne du sens à l'information, je construis mon histoire, j'élabore un outil qui va être visuel pour la quantité d'informations et j'arrive à mon plan. D'accord? Ok? Les titres et les sous-titres qu'on pourrait construire ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre réflexion par rapport à ça? Moi j'ai une idée, mais quand on lit les meilleures copies, déjà les titres ils font une page hein, à la main. Je sais pas comment il faut. Alors, moi je pense qu'il faut coller à la commande. Moi ici, mes titres, moi mon cabinet, mon ministre il m'a demandé ça, je fais ça en fait. Hein. Donc en fait je fais une, je la sous les yeux, bon. Je fais une analyse, moi mes titres, c'est ça. Grand 1, l'évolution des principes ayant guidé les politiques publiques encadrant la perte d'autonomie des personnes âgées et le diagnostic de la situation actuelle. Ça c'est mon titre 1. Ok. Mon titre A, parce que j'ai quand même fait 2 sous-parties dans mon grand 1, parce qu'il y avait 2 sous-axes. L'évolution des principes ayant guidé les politiques publiques en faveur des personnes âgées. Et mon titre B, le diagnostic de la situation actuelle. Ensuite, j'ai un grand 2 qui est formulé comme ça. Proposition d'axes à développer pour répondre aux évolutions futures des besoins des personnes âgées. L'élaboration d'un plan de personnes âgées, c'est ce que je vais vous proposer. J'ai d'abord un raisonnement global et ensuite je structure par axe à développer. Hein, comme c'est demandé dans la commande en fait. Hein.
moi j'ai deux axes principaux à développer, les mesures à court terme, les mesures à moyen et long terme. Voilà ça. Ok, donc je structure ici mon plan, à la fin du schéma, je structure mon plan, je construis tout de suite mes titres et mes sous-titres. Je passe à la rédaction de l'intro et de la conclusion au brouillon, hein, fondamental. L'introduction, et après on illustre, on a 3 exemples, donc j'explique rapidement. L'introduction, c'est 2 éléments constitutifs, le fond et la forme. Une introduction introduit le fond. Qu'est-ce que je vais raconter? Et la forme, comment je vais le raconter? Toujours, toujours, toujours. Ce que je vais raconter, c'est ce qu'on appelle la problématique. Comment je vais raconter, c'est ce qu'on appelle l'annonce de plan. Ok? La problématique, qu'est-ce que c'est? C'est le résumé de l'histoire, mais le résumé complet, concis, parce que c'est un résumé, mais complet. Je résume toute l'histoire, de l'histoire que je vais raconter. L'annonce de plan, c'est l'annonce des grandes parties du développement. Je dis bien des grandes parties, on ne va, c'est critiqué dans les rapports de jury, attention, ils ne veulent pas l'annonce de toutes les sous-parties et tout, ils veulent l'annonce des grands axes du développement. Hein. Petit truc, parce que quand on commence une rédaction, c'est toujours le début qui est un peu chiant, on tourne en rond et après ça coule. Petit truc pour vous aider à rédiger et qui va participer à la concision et donc à l'efficacité de la correction. Prenez cette habitude-là, ça marche toujours, c'est plus facile, c'est plus efficace et on est plus dans la rédaction administrative. Vous allez droit au but. Et premier mot de votre intro, systématiquement, c'est le thème de la note. Systématiquement, vous commencez par ça. Vous ne commencez pas à 4 km au-dessus de l'entonnoir avec une phrase d'accroche qui n'accroche personne en fait, hein, parce que nous, on attend juste la réponse à la commande quand on vous pose une commande, en fait, c'est ça qui accroche. Donc ici, par exemple, c'est les politiques publiques en faveur de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, c'est ça en fait. Vous commencez tout le temps par le thème, par le thème, par le thème. C'est vraiment des écueils qu'on retrouve tout le temps, ça. Les gens, ils commencent tout le temps à 4 km au-dessus de l'entonnoir. On leur a toujours appris à faire des phrases d'accroche. On n'a jamais bien compris ce que c'était qu'une phrase d'accroche. Moi, je pense que ce qui accroche un correcteur, c'est de commencer par ce qu'il cherche, en fait. C'est-à-dire la réponse à la commande. C'est clair et net. C'est clair et net, surtout quand vous êtes un cadre supérieur de l'administration et que vous corrigez les copies le soir chez vous. Tout de suite, les phrases d'accroche à 4 km qui parlent de la nuit des temps. J'avais fait un sujet comme ça la dernière fois sur l'OMC. Je leur demande de faire une note sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une intro commence comme ça. Depuis la nuit des temps, les hommes font du troc entre eux. Et là, vous arrêtez de lire l'intro. Parce qu'on va peut-être vous faire l'âge de pierre, l'âge de bronze derrière. Enfin, vous savez pas, l'apparition de la monnaie, ça va être chaud. Hein. Non. L'organisation, l'intro doit commencer par l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce est chargée de réguler le commerce international. Blablabla, et je raconte mon histoire. C'est ma note. C'est du document administratif. C'est pas de la littérature. C'est pas une disserte la note en fait. C'est différent. On rédige une note à un ministre, on ne fait pas une disserte. D'accord? C'est important dans la rédaction administrative. Donc je raconte mon histoire, que je synthétise. Là, il faudrait arriver jusqu'à la proposition. Je vous lis mon intro pour vous donner un exemple. La politique française d'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, donc je commence par ce thème, est encadrée par 2 grandes lois datant des années 2000. Les dispositifs mis en place à cette époque ont marqué un changement en faisant de la perte d'autonomie un nouveau risque relevant de la solidarité nationale. Ils ont cherché à répondre aux évolutions démographiques, sociales et économiques. Si leur organisation et leur efficacité globale semblent répondre aux enjeux actuels, grâce notamment à un système largement décentralisé et une réponse cohérente aux attentes des personnes âgées, des propositions peuvent être formulées afin de l'améliorer et de l'adapter aux évolutions futures. Ça, c'est mon histoire. J'annonce mon plan. Cette note présente d'abord une analyse de l'évolution des principes ayant guidé les politiques publiques en faveur des personnes âgées et en réalise un bilan, entre parenthèses grand 1, puis des axes à développer pour répondre aux évolutions futures des besoins des personnes âgées sont proposés, entre parenthèses grand 2. D'accord, ça va? Ok. Bon, après on a 2 autres types d'intro. La copie qui a la meilleure note, pour moi, c'est pas la meilleure intro. Mais en fait, il n'y a pas de points attribués à l'intro. C'est juste que ça conditionne
Après, on voit pourquoi, dans le développement, pourquoi il y en a mis qu'à 12 et l'autre 17,5. C'est plus dans le développement que ça se voit. On a beaucoup de conseils sur les introductions dans les rapports de jury. Je vous conseille d'aller lire les rapports de jury, ils sont hyper précis, ils donnent plein de conseils sur ce qu'ils attendent, sur ce qu'ils ne veulent pas, sur ce qui est rédhibitoire, sur ce qui les irrite et tout. Allez voir. Hein. Des fois, c'est un peu contradictoire avec ce que vous lisez dans les copies. Par exemple, ils en ont marre des titres à rallonge qui se répètent, alors que là, celle qui a 17,5, c'est clairement ce qu'elle fait. Après, il faut prendre un peu de recul hein, par rapport à ça. Quand vous corrigez des copies, vous êtes conditionné aussi par ce que vous avez vu avant. Enfin, c'est pas non plus quelque chose qui est à la fin non plus super carré. Quoi. Ok. Donc on a deux façons d'annoncer le plan. On a deux grandes façons d'annoncer un plan dans une copie. On a une façon un peu plus académique et une autre qui est peut-être un peu plus professionnelle qui pourrait permettre peut-être de rendre les choses un peu plus concises si votre problématique est un peu longue. On a la première façon, celle que je viens de vous présenter, c'est de distinguer le fond et la forme. Donc, ma problématique. Et je reviens ensuite dans un second paragraphe pour annoncer mon plan. Ok ? Donc les politiques publiques encadrant la perte d'autonomie, blablabla, on va évoluer, etc. jusqu'à la proposition, c'est mon histoire, c'est ma problématique. Et ensuite, cette note présente ça et ça. Ok ? C'est ce que je viens de vous présenter. On a une deuxième façon. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein. Il y a juste des gens qui, des fois, ont trop l'impression de se répéter entre l'annonce du plan, la problématique, etc., qui n'est pas une répétition, c'est juste du fond et de la forme. Ce que je raconte, comment je le raconte. Et voilà. Ou alors, des fois, l'histoire est un peu longue avec des dispositifs à rallonger, etc. Dans ces cas-là, il y a une autre façon, c'est d'annoncer entre parenthèses à l'intérieur de l'histoire ce qui fera l'objet des grands axes du développement, tout simplement. Les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Mais surtout, n'oubliez pas d'annoncer le plan. Généralement, en concours, ils n'aiment pas ça. Ok ? La conclusion maintenant. La conclusion, c'est un bilan. La conclusion, c'est toujours donc. Donc. Qu'est-ce que je retiens de la substantifique moelle de mon histoire, de ma problématique ? Si je devais résumer vraiment la problématique en une phrase, ça serait quoi? Le but du jeu n'est pas de refaire, de re-raconter l'histoire qu'on a annoncée ici et qu'on a développée dans le développement, surtout pas. C'est vraiment de retenir vraiment l'essentiel. Donc, le dispositif, qu'est-ce que vous retenez de l'essentiel? Est-ce qu'il est efficace ou pas? Si vous vous dites, si pour vous il est globalement efficace, vous pourrez dire donc ce dispositif est globalement efficace, ok? Vous résumez un bilan vraiment très court. Une conclusion, c'est également une ouverture. Ok, une ouverture. Donc ça, c'est toujours un peu plus théorique pour les gens, l'ouverture. J'essaye de vous la définir clairement. Une ouverture, c'est une information, donc soit personnelle ou du dossier. Moi, j'ai trouvé des informations dans le dossier qui me permettent de faire une ouverture et qui ouvrent sur un autre point que vous n'avez pas développé dans le développement. Sinon, ça n'est plus une ouverture, c'est une fermeture. Parce qu'on ferme sur le développement. Si vous voulez ouvrir, c'est forcément un nouveau point que vous n'avez pas développé. Donc ce nouveau point, il ne doit pas être essentiel pour répondre à la commande. Sinon, on va se demander ce que ça fait là. D'accord, hein? Donc ce n'est pas un point non plus qui est hors sujet. Donc ça traite de la problématique. Donc ici, je distingue le hors-sujet du hors-commande. En fait, l'ouverture, c'est une information concrète. C'est pas une question à la fin. Hein. Suspense, genre. On n'est pas là pour poser des questions aux ministres. Hein. On est là pour lui apporter une information claire. Hein. Attention, formuler les ouvertures sous forme de questions, c'est toujours très très scolaire. Ça, hein. Vous ne verrez jamais le correcteur pour qu'il vous apporte la réponse. Donc c'est une affirmation, c'est une information concrète. Ça peut être la valorisation d'une proposition importante, ou alors l'ouverture sur un autre point, par exemple. Hein. Moi j'ai ouvert sur une autre proposition, je vous ai donné un exemple, l'ouverture.
Donc c'est pas hors sujet, mais ça doit être hors commande. C'est-à-dire, c'est la théorie ça. Il faut que ça traite du thème, mais il ne faut pas que ça soit une information essentielle pour répondre à la commande. Ok? Forcément, comme c'est pas essentiel, vous ne l'avez pas mis dans le développement, et ça ouvre donc sur un autre point. Attention, quand vous n'avez pas d'ouverture, il vaut mieux rester sur le bilan et ne pas faire d'ouverture. Hein? Sinon, vous dévalorisez un devoir qui peut être bon par ailleurs, en fait. Hein. Puis on lit votre ouverture, on est vachement déçu par rapport à la qualité du devoir. Dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas d'ouverture. Parce que n'oubliez pas qu'à la fin, c'est au moment où on va vous mettre la note après.